Donc je vais vous parler de comment on mesure et on pèse Jupiter, en particulier avec une mission qui a été lancée en 2011, donc ça fait près de 15 ans, vers Jupiter et qui est en orbite autour de Jupiter depuis 2016. Vous le savez très certainement, Jupiter c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est 300 fois la masse de la Terre, donc cette image montre toutes les planètes à l'échelle avec le Soleil. Donc vous voyez les 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, et puis les 4 planètes géantes que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Avec évidemment Saturne qui a ses anneaux, Jupiter a des anneaux aussi, mais qu'on voit beaucoup moins, et même Uranus et Neptune. Comparé au Soleil, évidemment, c'est quand même tout petit, il faut à chaque fois relativiser. Vous voyez, la Terre est ici avec la Lune. Voilà, le Soleil, c'est vraiment une grosse étoile. Donc c'est 1000 fois la masse de Jupiter et 300 000 fois la masse de la Terre. Jupiter, 300 fois la masse de la Terre, Saturne, c'est 100 fois, et Uranus et Neptune, environ 15 fois. Donc on peut zoomer, vous voyez ici Mercure, la Terre qui est ici avec la Lune, et puis Vénus et Mars qui est plus petite, et puis évidemment Jupiter qui est énorme à côté, Saturne un petit peu plus petite, mais avec ses anneaux, elle paraît très grande, et puis Uranus et Neptune qui sont un petit peu intermédiaires. Puis ensuite, quand on va plus loin, là, l'illustrateur a ajouté des petits cailloux. Il y a Pluton et Charon, et puis il y a des autres objets, dont la ceinture de Kuiper, qui font à peu près la taille de notre Lune, en gros. On va voir comment on mesure un petit peu et on pèse tout ça, mais je vais vous présenter cette mission Juno. Alors d'abord, Juno, c'est une sonde spatiale qui a des panneaux solaires gigantesques. Elle est très grande, elle fait 18 mètres de diamètre, parce que contrairement à Voyager, par exemple, qui avait une pile nucléaire pour fonctionner, là on fonctionne seulement avec l'énergie solaire. Donc comme on est à Jupiter, c'est 5 fois la distance de la Terre au Soleil, et donc c'est 25 fois moins d'énergie par surface, donc il faut des grands panneaux solaires. La particularité de Juno, ça a été de se dire, on va justement mesurer Jupiter, on va se concentrer sur cette planète et essayer de mesurer son champ magnétique, son champ gravitationnel, la radiation qu'elle émet dans des ondes millimétriques, et pour ça on va passer très très proche de la planète. Donc c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. En général, on avait des missions spatiales qui sont passées dans le plan équatorial des planètes géantes comme Voyager par exemple, et puis Galileo, et qui s'intéressaient aussi aux lunes, mais qui restaient assez loin de la planète. Et là, il y a eu un choix qui a été fait, on va voir pourquoi, de s'approcher avec cette orbite très particulière, qui est une orbite elliptique, où donc on arrive très près de Jupiter, et puis ensuite on est très loin, et puis on va revenir tous les 50 jours à peu près. Et les couleurs ici, elles ne sont pas tout à fait au hasard, c'est-à-dire qu'on a dans cette zone autour de Jupiter, liée à cette lune de Jupiter qui s'appelle Io, qui est une lune volcanique, beaucoup de particules de très hautes énergies. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dangereux pour les instruments, tous les instruments de la sonde. Et donc là, l'idée, ça a été de passer entre cet anneau, on dit c'est un tore,
de particules dangereuses et donc de l'éviter. Alors maintenant, on est en train de rentrer dans ce tort parce que l'orbite a changé et donc on a la mission, enfin des instruments qui commencent à dérailler un petit peu, mais en général ça fonctionne très bien. Donc voilà un petit peu en fait ce qui était prévu au début de la mission. L'idée c'était d'avoir 32 orbites polaires en passant très très près de Jupiter, donc seulement 4000 km au-dessus des nuages. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez... Jupiter, c'est 10 fois plus gros que la Terre, hein, donc la Station spatiale internationale, elle est à 400 km de la Terre. Et donc Juno passe à 4000 km de Jupiter, qui est 10 fois plus grand, donc c'est un petit peu le même point de vue. On est vraiment collé le nez à la planète. Et vous voyez les orbites qu'on appelle précesses, donc elles vont se modifier progressivement, et c'est un petit peu ce que j'expliquais. Maintenant, on est une phase très avancée de la mission, où là, on voit très bien le pôle Nord, mais on passe dans cette zone très dangereuse ici. Mais pour l'instant, le vaisseau fonctionne. Alors, il y a eu une petite anicroche, mais finalement qui a été très bénéfique pour la mission. C'est qu'au départ, on devait actionner le moteur principal et puis changer la période orbitale pour passer... qui était assez longue, et pour passer à 14 jours de période, ce qui aurait fait une mission très très courte. Mais en fait, il y a eu des problèmes avec d'autres satellites américains militaires, je crois, sur ce nouveau moteur. Et donc, ils ont eu peur qu'on rate complètement la mission parce que le moteur ne fonctionnerait pas le temps qu'il faut. Donc, on aurait pu être sur une orbite qui n'aurait pas du tout convenu. Donc, il a été choisi de rester sur une orbite assez longue de 53 jours. Voilà. Et donc depuis, on a fait beaucoup plus que les 32 orbites initiales, parce que là, on est à l'orbite 82. Donc on a accumulé beaucoup de données. Alors voilà, la mission, elle consiste en toute une série d'instruments. On ne va pas tous les détailler, mais en gros, on a un instrument. Alors, on a déjà une caméra qui s'appelle JunoCam, donc il va prendre des belles images de Jupiter. Une caméra infrarouge qui va regarder dans le domaine infrarouge. Bon, là, on mesure les particules magnétisées. On va mesurer le champ magnétique de la planète. Et là, avec cet instrument, on va arriver à sonder l'atmosphère de la planète en observant les micro-ondes émises par Jupiter. Et puis ce qui va nous intéresser aussi beaucoup, c'est l'instrument de science de gravité. Je ne sais pas comment dire en français. En fait, c'est juste l'antenne qui envoie toutes les données vers la Terre. Et ces données radio, elles sont déviées par Jupiter, et c'est cette déviation qui va nous permettre de mesurer le champ de gravité de la planète. Parce que maintenant, on sait, depuis Einstein, que quand on a un corps massif, on va déformer l'espace, et donc les ondes radio ou lumineuses vont être déviées. Et donc c'est comme ça qu'on va mesurer ce signal. Alors l'idée, c'était de vraiment cartographier la planète, en particulier pour avoir une très bonne détermination de son champ magnétique, de son évolution, et aussi évidemment de son champ de gravité. Donc voilà, à chaque passage, il faut imaginer qu'à chaque fois c'est une ellipse qui va très loin de Jupiter et qui revient. Eh ben, on va faire ce filet autour de la planète. Alors, bon, il y a eu le lancement d'Artemis hier, donc vous connaissez, mais bon, c'est toujours sympa d'écouter. Moi, j'étais au lancement, donc j'ai pu assister
Ça, c'était sympa. Alors la NASA, ils sont toujours très forts pour annoncer les trucs en quelques mots. Et donc le lancement a été réussi à la seconde près. Il a envoyé la sonde là où il fallait. Et donc tout s'est vraiment extrêmement bien passé. Ensuite, après ça, alors je crois qu'on va voir les fusées d'appoint qui s'éjectent. Ouais, ben, on les verra pas. Après ça, en fait, le vaisseau a dû faire un trajet assez compliqué en fait pour arriver à Jupiter. Hein. C'est vraiment la mécanique céleste qui veut ça. En fait, pour arriver plus rapidement, il vaut mieux revenir sur ses pas. Dans ce cas-là, faire une rencontre de nouveau avec la Terre, hein, c'est un peu bizarre, et là, par cet effet de fronde gravitationnelle, on gagne de l'énergie, et puis on va pouvoir, en 5 ans, hein, arriver jusqu'à Jupiter. Hein, l'idée aussi, c'est qu'on doit arriver avec une trajectoire qui permet de se mettre en orbite, et donc, voilà, là, on voit bien qu'on va arriver un peu dans le même sens que la planète, et donc ça va être un petit peu plus facile, alors que si on arrivait directement, il faudrait freiner beaucoup plus, ça demanderait beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, il y a eu une arrivée en 2016, ça a été très, très émouvant, très intéressant. Et puis, alors ça, c'était la première image qu'on ait reçue, hein, de Jupiter, avec la planète. Et puis, vous voyez les 4 lunes galiléennes de Jupiter. Et puis, ils ont rapidement montré ce petit film qui est assez sympa parce qu'on voit bien ce système de lunes, hein, avec, vous voyez, Io, qui est ici, qui est la plus proche. Elle va tourner beaucoup plus vite autour de Jupiter que des lunes qui sont plus loin. Et puis celle-ci, c'est Callisto. Vous voyez qu'elle met beaucoup plus de temps à tourner autour de la planète. Hein. Donc plus on est loin, plus on met du temps à faire un tour. Alors, on va revenir un petit peu sur Terre et revenir un peu en arrière dans le temps. Alors j'étais la semaine dernière au pic du Midi, mais ça c'était il y a 1 an, qui est le pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées, qui est un observatoire extraordinaire. Ça se visite, il y a un téléphérique. Donc j'avais pris cette photo et j'ai pu observer à ce télescope, enfin je ne sais pas si c'est exactement celui-là, un télescope de 1 mètre, hein, où on peut même voir à l'oculaire, hein, parce qu'il y avait un collègue qui observait, et on avait une nuit extraordinaire avec pour les astronomes un signe de 0,5 secondes d'arc, bon, approximé, mais c'était vraiment une nuit excellente. Et j'ai réussi à prendre une photo à l'oculaire avec mon téléphone. D'habitude, ça ne marche jamais, mais de Jupiter. Donc, vous voyez qu'on voyait très nettement les bandes. On voit 2 lunes ici de Jupiter. Puis ensuite, ça, c'est juste des saletés sur l'oculaire. Et j'ai trouvé ça voilà, assez émouvant. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ça pour justement revenir en arrière et se demander un petit peu comment on mesure tout ça, comment on va peser ces planètes. Alors, il y a déjà quelque chose qu'on peut faire quand on a une image comme ça, quand on a un télescope, c'est de mesurer en fait la distance entre la planète et cette lune ici. Et si on connaît en fait la distance entre nous et Jupiter, à ce moment-là, on peut connaître, parce qu'on a un angle, cette distance-là.
Il y a autre chose qui va être important. En fait, vous avez vu dans le petit film, c'est que les lunes, elles tournent autour de la planète et donc elles mettent un certain temps. Alors j'aurais dû regarder, je pense que Io met entre 1 et 2 jours pour tourner autour de Jupiter. Et alors en 1600 et quelques, il y a un grand astronome qui nous a dit, il s'appelait Kepler, qui a dit qu'il y avait une relation entre la période que met un corps à tourner autour d'un objet, la distance entre les deux objets et la masse de l'objet central. Donc cette formule, on peut oublier le petit m, elle nous dit que le carré de la période orbitale, donc là les 1 jour, c'est égal à 4 fois pi au carré, donc ça c'est voilà, à peu près 40, divisé par une constante qui s'appelle G, qui est une constante universelle, c'est la constante gravitationnelle, voilà, elle vaut ça, hein, bon, fois la masse de l'objet. Si l'objet qui est à côté est tout petit, comme c'est le cas ici, on peut l'ignorer, et tout ça est multiplié par le cube de la distance entre les deux objets. Donc ça veut dire que si vous mesurez ça et si vous mesurez la période, eh ben, vous arrivez à retrouver la masse. Donc la masse va être proportionnelle au cube de la distance entre les deux objets divisé par le carré de la période. Et donc c'est comme ça qu'on peut mesurer la masse des planètes. Et c'est comme ça que ça a été fait dès voilà, 1600 et quelques, et à partir des lois de Kepler. Et remarquez aussi avec cette formule que si vous prenez Jupiter qui tourne autour du Soleil, là vous avez la masse du Soleil qui est ici, et si vous prenez la même relation avec la Terre, qui tourne aussi autour du Soleil, vous savez la période, vous savez combien de temps la Terre met à tourner autour du Soleil, hein, c'est 1 an. Jupiter va mettre 10 ans à tourner autour du Soleil, et vous allez du coup avoir cette relation où on a éliminé toutes les constantes et la masse du Soleil, qui vous permet de calculer la distance entre Jupiter et le Soleil. Hein. Et là, comme Jupiter donc, va mettre 10 ans, donc ça va être 100 fois, voilà, ça va être, ici ça va être un facteur 100. Donc la distance de Jupiter, ça va être un facteur 100 à la racine 2/3 de la distance Terre-Soleil. 1/3. Quoi ? Ah oui, j'ai déjà fait le carré, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Heureusement qu'il y a l'illustrissime numéro 1 qui est là. Bon. Et donc Jupiter est 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Donc c'est comme ça déjà qu'on arrive à mesurer les distances dans le système solaire et aussi peser les corps du système solaire. Donc on ne va pas faire les maths, mais voilà, si on met tout ça là-dedans, on arrive à remonter à ce que Jupiter fait 300 fois la masse de la Terre. Alors à partir de la masse et du rayon, il y a une quantité qui est vraiment importante, c'est la densité. Donc c'est la masse divisée par le volume, aussi la masse volumique. Donc quand on mesure en grammes par centimètre cube, c'est pratique parce que pour l'eau, c'est 1. Et donc on peut calculer du coup la masse de Jupiter, la densité de Jupiter et de toutes les planètes du système solaire par cette méthode. Et donc qu'est-ce qu'on constate ? On a
des planètes telluriques, donc proches du Soleil, qui sont denses. Vous voyez, 5, 5,2, j'ai oublié les unités, mais c'est grammes par centimètre cube. Et puis, les planètes géantes qui sont très peu denses. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup fait réfléchir les gens. Et en fait, au 18-19e siècle, ils pensaient que toutes les planètes avaient la composition de la Terre, c'est ce qui semblait le plus naturel, mais par contre que des planètes comme Jupiter et Saturne étaient très très chaudes, et donc elles étaient enflées de ce fait-là. Alors, il y a... alors là, ça va devenir un petit peu plus technique, mais je vais passer rapidement. Il y a une autre mesure qu'on peut faire dès qu'on a un télescope, c'est mesurer la période de rotation de la planète, parce qu'on va voir, par exemple, la grande tache rouge qui passe régulièrement, et en fait, c'est à peu près toutes les 10 heures pour Jupiter. Donc, c'est quelque chose qui a pu être fait il y a déjà très, très longtemps. Et on peut mesurer aussi, il faut être un peu plus précis, alors ça se voit peut-être mieux sur cette image-là. Vous voyez que Jupiter est un petit peu aplati au pôle et un petit peu allongé à l'équateur. Et ça, c'est lié à la force centrifuge qui va avoir tendance à aplatir les planètes. C'est le cas aussi de la Terre, mais l'aplatissement est plus faible. Pour Jupiter, cet aplatissement, il est de 6%. Alors, le premier article que j'ai pu trouver, alors c'était il y a longtemps, en fouillant un petit peu dans les livres, à l'époque il n'y avait pas Internet, à la bibliothèque de l'Observatoire à Nice, qui traitait vraiment de la structure interne de Jupiter et Saturne. C'est un article de Harold Jeffreys qui a été anobli, qui date de 1923, où là, il a utilisé le fait que la planète est aplatie, et il a utilisé une relation qui avait été démontrée entre le moment d'inertie de la planète et son aplatissement. Et ça, alors je vais passer très vite, mais c'est quelque chose qui permet de remonter à ce qu'il y a à l'intérieur de la planète. Ne pas avoir juste la densité, mais avoir ce qu'il y a au centre par rapport à l'extérieur. On sait que cette valeur-là du moment d'inertie doit être, si on a un corps qui est homogène, qui a partout la même densité, du centre à l'extérieur, doit être de 0,4. Et ce qu'il a montré, et ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'était 0,26 pour Jupiter et 0,2 pour Saturne. Donc ça veut dire que ces planètes sont plus denses à l'intérieur qu'en surface. Et donc ensuite, il a essayé de faire des modèles avec des couches en disant, qu'est-ce qui est, quels sont les éléments que je peux mettre pour faire une planète, fabriquer une planète qui va avoir le bon moment d'inertie. Et il a regardé ce qu'il y avait sur Terre, et puis il a mis en évidence le fait qu'il faudrait de l'hydrogène et de l'hélium. Bon, je vais passer sur toutes les équations, mais c'est rigolo aussi de voir, c'était un article évidemment sans calcul par ordinateur, en quelques pages, qui montrait ça. Et donc, il a conçu le premier modèle d'intérieur de Jupiter avec un noyau rocheux qui ferait 3 grammes par centimètre cube, de la glace, 1 gramme par centimètre cube comme de l'eau, et une enveloppe de gaz qui serait très très peu dense. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a trouvé des valeurs du moment d'inertie qui sont
extrêmement bonne par rapport aux valeurs modernes. Il était à 0,265 alors qu'on est à 0,258 pour Jupiter. Vous voyez, c'est quand même très très proche. Par contre, son modèle de l'intérieur de Jupiter, il n'était pas très bon. Parce qu'en fait, il déduisait que Jupiter et Saturne avaient entre 10 et 20% d'hydrogène et d'hélium. Et maintenant, on sait, avec les modèles modernes, qu'ils ont entre 90% et 80% d'hydrogène et d'hélium. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'avait pas tenu compte dans son modèle que quand on a une planète, même un gaz comme l'hydrogène va être compressé et donc va pouvoir avoir des densités qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'il va avoir à la pression atmosphérique. Donc on a des densités de l'hydrogène qui est comprimée à plus d'1 million de fois la pression atmosphérique, qui vont atteindre 1 gramme par centimètre cube comme celle de l'eau. Donc c'est plus du tout un gaz en fait. Donc voilà, alors avec Juno, du coup on sonde l'intérieur avec un petit peu le même principe, sauf qu'on va aller repérer beaucoup plus finement le champ de gravité de la planète et en fait on mesure ce qu'on appelle des moments gravitationnels et comme ça on remonte à la densité à l'intérieur de la planète. Alors, on utilise beaucoup d'équations qu'on met dans l'ordinateur qui résout ça pour nous. Et c'est comme ça, en mesurant ce qu'il y a en surface et en reproduisant les mesures qui ont été faites par la sonde, qu'on arrive à déduire depuis l'extérieur vers l'intérieur toute la structure de ces planètes. Et donc, là, il y a 3 couches qui représentent de l'hydrogène sous forme moléculaire. Ensuite, il se passe quelque chose à haute pression, il devient métallique. Et là, au centre, en général, on doit rajouter un noyau plus dense qui ferait, avant qu'on envoie la sonde, disons l'idée c'était une dizaine de fois la masse de la Terre. Donc on a quelque chose qui s'est formé plus vite certainement que la Terre, qui a grossi et qui a accumulé l'hydrogène et l'hélium pour former une planète géante. Alors voilà un petit peu les modèles qu'on peut, enfin comme on voit les planètes géantes avec cette structure. Donc Jupiter qui a accumulé beaucoup plus d'hydrogène et d'hélium, Saturne un petit peu moins, et puis Uranus et Neptune, c'est essentiellement, on a une enveloppe d'hydrogène et d'hélium qui fait entre 1 et 4 fois la masse de la Terre, et puis le reste, c'est des matériaux plus denses. Bon, il y a certainement de l'eau, mais il peut y avoir du méthane, des roches, des choses comme ça, et puis on ne sait pas très bien la structure. Donc voilà, après, ça c'était les modèles que j'avais calculés après ma thèse à l'époque. Et puis voilà, après Juno, après Cassini aussi, qui était en orbite autour de Saturne, qui a fait un peu la même chose, voilà comment la structure s'est modifiée. La surprise qu'on a eue, en fait, c'était de trouver que le noyau central n'est pas compact, mais il est mélangé dans l'enveloppe. Donc ça veut dire que quand la planète s'est formée, elle s'est formée en accumulant à la fois des composés lourds, peut-être sous forme solide, mais peut-être pas, et de l'hydrogène et l'hélium. Et donc ça, c'est une contrainte pour tous les modèles de structure interne. Alors, ça, c'est pour l'intérieur. Très récemment, on a publié un papier, c'est Elie Galanti au Weizmann qui a montré ça, avec des occultations de Juno. On arrive à mesurer très précisément la forme de la planète et on trouve que Jupiter est un petit peu plus petite que ce qu'on pensait avant, simplement parce qu'on a des mesures beaucoup plus précises. Alors Jupiter, vous voyez ici, c'est très exagéré, hein, l'aplatissement n'est pas
pas aussi énorme que cela. Et ça, on zoome un petit peu sur les mesures qu'on a faites, parce que sinon on ne voit rien. Hein. Voilà, ça c'est le rayon de Jupiter au pôle et puis à l'équateur, hein, en fonction de la latitude. Si on zoome, on voit les mesures de Juno ici qui sont très précises. Et puis on voit des mesures d'autres sondes spatiales, Voyager dans les années en 1979, ici en vert, et puis Pioneer, c'était un petit peu avant, les années 75. Et vous voyez qu'il y a un écart significatif, et d'ailleurs c'était un problème pour nous, on n'arrivait pas à comprendre ces mesures, en fait elles ne sont pas correctes, et donc c'est important de revérifier, hein. La mesure, il faut la refaire, c'est quelque chose de vraiment important. Donc voilà, donc on trouve que Jupiter globalement a un rayon qui est voilà, entre 4 et 10 km, un peu plus faible que ce qu'on pensait auparavant. Alors évidemment, ce n'est pas que Jupiter s'est contracté en 10 ans, hein, il faut à peu près 1 million d'années pour perdre 1 kilomètre, donc ça, on n'aurait pas pu le mesurer. Alors, on a pu faire des choses aussi pour comprendre les vents de Jupiter et mesurer leur profondeur. Ça, c'est une image, je dirais, stroboscopique de Jupiter qui a été prise du sol, hein, pas d'une mission spatiale, par des amateurs et qui ont monté des images. Je vous la montre presque à chaque fois parce qu'elle est très parlante, je trouve. Donc en fait, la planète tourne beaucoup plus vite sur elle-même, mais ça montre ce qu'on appelle la rotation différentielle ou les vents de Jupiter. Donc on a l'équateur où on a des vents qui font une centaine de mètres par seconde. Donc ça va être 350 km/h. Et puis vous avez des zones qui vont tourner moins vite. Puis vous voyez la turbulence aussi, la grande tache rouge qui est passée. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc Jupiter, c'est une planète faite de beaucoup d'hydrogène et d'hélium. Donc ça, sur Terre, ce sont des gaz, mais comme je vous ai dit, c'est comprimé. Et donc ça va se comporter plus comme un liquide en profondeur. Mais il n'y a pas de surface en fait. On passe continuellement du gaz à quelque chose de plus dense. Donc on dit c'est un fluide. Et donc on ne savait pas vraiment comment ces vents se propageaient à l'intérieur. Et donc c'est quelque chose qu'on a pu mesurer en mesurant en fait les déviations de l'orbite et donc les valeurs des moments gravitationnels, enfin du champ de gravité qui fluctue en fait liés à ces vents sur la planète. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un vent assez intense, vous allez avoir une force centrifuge et donc ça va changer la densité, la gravité localement, hein, et donc ça va avoir un effet. Et effectivement, ces déviations, elles sont liées à ces vents zonaux et donc on peut les mesurer. Et donc ça a permis de résoudre un problème qui existait depuis plus de 40 ans, de savoir est-ce que ces vents qu'on voit, c'est juste comme sur Terre, quelque chose de très fin, et puis ensuite la pression augmente très rapidement, et donc tout l'intérieur tourne de manière rigide, ou est-ce qu'au contraire, c'est ce qui est prédit par des modèles théoriques d'hydrodynamique, toute la planète va tourner sur des cylindres, parce que quand on tourne vite, en fait, on a du mal à aller dans n'importe quelle direction, donc en fait, tout va tourner à la même vitesse selon des cylindres. Et la réponse, elle est un petit peu entre les deux, mais on a trouvé que les vents, en fait, étaient assez profonds et s'étendaient sur 3000 km. Alors ça a été publié dans le journal Nature. Là, on avait 4 papiers de la mission, dont ce papier d'ailleurs qui montrait pour la première fois le pôle nord de Jupiter en infrarouge. Et vous voyez les
tourbillons ici. Donc on a 8 cyclones qui entourent un cyclone central. Et pour revenir au vent, voilà, ce qu'on a mesuré, ce sont des anomalies de gravité, et ça nous a permis de remonter à cette profondeur. Et ça, c'est une animation qui a été faite par la NASA pour vous montrer la circulation à l'intérieur de Jupiter. Donc vous avez une zone qui tourne à la même vitesse, mais là, vous avez des vents sur 3000 km, hein, c'est à peu près ça. Jupiter, c'est 70 000 km de rayon, hein, donc c'est 10 fois plus grand, 11 fois plus grand que la Terre. Et vous voyez l'image ici, avec un intérieur de la planète qui tourne à peu près à la même vitesse, avec son champ magnétique. Et puis par contre, dans ces 3000 km externes, on a ces vents qui peuvent se développer. Et on a plus ou moins compris pourquoi c'est comme ça. En fait, on a une atmosphère ici qui est relativement neutre, et donc qui ne va pas interagir avec le champ magnétique de la planète. C'est là où les vents se développent. Et puis plus en profondeur, l'atmosphère va devenir ce qu'on appelle ionisée, comme dans la haute atmosphère de la Terre. Et donc les particules vont être sensibles au champ magnétique. Et donc quand on voit des aurores, typiquement, ce sont des particules qui sont sensibles au champ magnétique. Et donc le champ magnétique va entraîner toute la planète pour qu'elle tourne à la même vitesse quand on est plus en profondeur. Donc voilà, on a pu vraiment mesurer la profondeur de ces vents et comme ça sonder la planète. Alors je vous montre un petit peu quelques images. Alors ça, c'était des images, les images un petit peu du début. C'est des images en couleur réelle, quelque part. Mais après, ce qui se passait, c'est que les images de JunoCam, qui sont assez compliquées à traiter, en fait, elles ont été directement envoyées au public et elles étaient traitées directement par le public, en fait, des gens intéressés. Et donc, qui ont essayé de faire ressortir ce qui leur paraissait le plus intéressant. Et donc, vous voyez, entre les deux images, ici, on a beaucoup plus de contraste. Donc, Jupiter, si on la voyait à l'œil nu, puis quand on la voit au télescope, elle ne va pas ressembler à ça. Par contre, toutes les structures qu'on voit, elles sont réelles. Et la modification de couleur aussi, c'est quelque chose qui est réel, qui n'est pas aussi intense, mais qui est présente. Et vous voyez toute cette complexité entre le pôle, ici, avec énormément de turbulences, d'orages, de cyclones, etc. Et puis, voilà, les parties équatoriales qui sont plus homogènes. Avec voilà, des choses toujours impressionnantes. Là, on a des orages très intenses. Là, on a des anticyclones, en fait, avec des petits nuages qui vont surgir. Vous avez ici une zone près de... dans les hautes latitudes au nord, là. Voilà, ça c'est une autre. À chaque fois, on a l'impression de voir des peintures, des tableaux. Oui. Voilà. Là, on a... ça, c'est un anticyclone. Et vous voyez qu'on peut voir des images ici avec, on dirait, un petit peu des ombres. On va revenir là-dessus. Voilà. Ça, c'est la grande tache rouge. Et la voilà à plus haute résolution. Et là, je crois qu'il y a une petite... voilà, on la voit bouger. Donc la grande tache rouge, bon, on pourrait en parler. Il y en a une qui elle a été découverte par Cassini. Mais en fait, elle ne dure pas depuis Cassini. En fait, elle a disparu pendant 50 ans et elle est réapparue. Donc c'est quelque chose de très intéressant.
Alors, on a pu, du coup, avec ces instruments qui sondent l'atmosphère profonde, regarder vraiment très précisément. Donc là, vous voyez toutes ces structures ça c'est une barge cyclonique là, avec des nuages très blancs là, et puis ces couleurs qui se forment. Alors pour l'instant, on n'explique pas très bien les couleurs encore de Jupiter et pourquoi il y a des orages. On voit des éclairs aussi, hein, comme sur Terre. Enfin, on les détecte en tout cas. Et alors, comme on avait des mesures extrêmement précises des positions de la sonde et de sa vitesse, on a pu faire des mesures extraordinaires, notamment de la profondeur et du coup de la masse de la grande tache rouge de Jupiter. Ici, vous avez des mesures, alors vous ne pouvez peut-être pas voir, mais c'est des mesures de vitesse, du vaisseau, en fait, qui sont en microns par seconde. Donc on arrive à avoir des précisions de l'ordre du micron par seconde sur un vaisseau qui est à presque 1 milliard de kilomètres de nous, quoi. C'est quelque chose vraiment d'unique. Et donc, les gens ont fait des modèles, notamment de la grande tache rouge, pour essayer de voir qu'est-ce qui collait avec les mesures. Et ce qui colle, c'est une grande tache rouge qui fait environ 500 km de profondeur. Donc si on l'extrait de Jupiter, alors ça je leur avais demandé de faire la petite animation, voilà ce que ça donne. Vous voyez ? Ça fait comme une galette. Ça c'est 500 km. Il faut imaginer donc que les vents de Jupiter se propagent encore plus profondément. Donc on a ces structures-là. Après on a pu faire ça aussi sur des petits cyclones et anticyclones en regardant avec l'instrument micro-ondes, avec les différentes antennes, on est capable de pénétrer à différents niveaux dans Jupiter. Là, on est très proche de la surface par rapport à la planète globale, mais quand même, on arrive à sonder des zones à plusieurs centaines de kilomètres qu'on ne peut pas sonder du tout aux longueurs d'onde visibles ou infrarouges. Et donc, ici, voilà, vous avez ce qu'on voit dans le visible, ce qu'on voit dans l'infrarouge. Donc c'est intéressant. Donc ça c'est une bande de Jupiter entre. Vous avez l'équateur ici, vous avez vers le pôle sud, vers le pôle nord, d'accord. Vous avez juste pris une bande. Et ici c'est ce que vous verriez à l'œil nu. Ici c'est dans l'infrarouge. Donc ce qui est intéressant, c'est ce qui est sombre dans le visible et brillant dans l'infrarouge. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qui est brillant dans le visible, c'est là où il y a des nuages. Donc on reflète la lumière du soleil qui est dans le visible. Par contre, quand il n'y a pas de nuages, ça ne se reflète pas, donc c'est sombre. Par contre, quand il n'y a pas de nuages, du coup, on va sonder plus profondément dans Jupiter. Et plus on rentre à l'intérieur, plus c'est chaud. Et donc ça apparaît brillant dans l'infrarouge. Et puis ensuite, là, c'est à des longueurs d'onde, bon là c'est en gigahertz, donc c'est des longueurs d'onde centimétriques en fait. On va sonder de plus en plus profondément dans la planète. Et vous voyez ici par exemple, il y a un cyclone qu'on voit ici et qui disparaît ici. Et puis vous avez cette barge ici qui est là brillante. Et puis là elle disparaît un peu, et puis là elle devient sombre. Donc on peut déduire en fait la structure de ces cyclones à partir de là. Donc ça a été fait pour la grande tache rouge aussi. Donc vous voyez, on sonde sur des centaines de kilomètres à peu près. Alors, je voulais présenter ça aussi un petit peu sur la mesure. Ça c'est Jupiter vu par le télescope spatial Hubble. Donc plus par Juno. Et je me suis intéressé à ce cyclone ici, alors qui a été
vu à différentes longueurs d'onde par le télescope spatial, mais aussi qui avait été vu par Juno en même temps. Vous voyez qu'on retrouve bien, enfin je ne sais pas si vous arrivez à voir si vous êtes loin, mais on retrouve bien la structure en spirale là. Alors on l'a appelé le Nautilus. Ça fait 1000 km. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on zoome, on voit ici toute cette structure, hein, et on voit ces ombres. Et donc on se dit, tiens, là on peut mesurer des choses aussi. On peut, quand on a une ombre, on va pouvoir mesurer la hauteur du nuage qui fait cette ombre. Et donc, alors, pour faire ça, il faut savoir la position du Soleil, du vaisseau, etc. Et donc, on avait fait ça avec une stagiaire qui maintenant fait une thèse à Genève. Là. Voilà, bon, je ne vais pas passer sur la trigonométrie. Et donc on l'a appliqué au Nautilus pour essayer de voir vraiment la hauteur de ces nuages. Parce qu'en fait, c'est très difficile quand on a ces mesures de savoir où on est. Donc c'est important de pouvoir mesurer. Donc on a fait ça sur plusieurs zones. Alors bon, c'était un travail un petit peu fastidieux où elle devait faire des contours pour voir où étaient les ombres, etc. La position du soleil, du vaisseau et tout ça. Et puis donc on est arrivé à remonter à la hauteur de ces nuages, donc qui font environ une vingtaine de kilomètres. Donc vous voyez ici, on a une structure avec des petits nuages qui font une dizaine de kilomètres, et puis on voit qu'ici, on a l'air d'avoir des ombres portées, et donc on a l'impression que cette structure elle est plus élevée que le reste, et donc mon interprétation, c'est que ces nuages, ils sont faits d'ammoniac, parce qu'ils condensent à faible température, et qu'ensuite la plupart de ce qu'on voit dans Jupiter, c'est pas de l'ammoniac, mais c'est de l'hydrosulfure d'ammonium et en fait un mélange de brumes, de choses comme ça qui sont présentes plus profondément. Et donc la mesure de ces hauteurs, ça nous permet de remonter à la composition de l'atmosphère, ce qui est quelque chose d'intéressant. Ça nous permet de voir aussi l'activité qui est plus ou moins intense. Par exemple, ici, on a une autre structure, donc on l'a appelée le poulpe, un petit peu comme dans cette image-là. Je pense que c'est une structure plus jeune. On a un orage qui a éclaté. Et là, on a une ombre portée qui est très importante. Voilà. Et là, des structures qui font de 20 à 40 km quasiment, et celle-là qui fait une vingtaine de kilomètres. Et donc ça, c'est très, très blanc, très frais. Donc voilà, ça nous permet de remonter aux orages de Jupiter avec des travaux qu'on a fait pour montrer que... alors dans Jupiter, on a une structure qui ressemble un petit peu à celle de la Terre, mais en beaucoup plus grand. Vous voyez, un nuage terrestre, un cumulonimbus énorme qui ferait 12 km, hein, c'est plus que l'Everest. Sur Jupiter, c'est 5 fois plus grand. C'est 5 fois plus grand parce que... en fait, parce qu'on a de l'hydrogène et que l'échelle de hauteur de l'atmosphère est beaucoup plus grande. Et on a plusieurs couches, en fait. On a donc de l'ammoniac qui va condenser, cet hydrosulfure d'ammonium. Et puis en profondeur, on a de l'eau qui condense, hein, comme sur Terre. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'océan. Donc cette eau, elle va être sous forme de vapeur plus profondément. Mais elle va pouvoir former de la pluie, des éclairs, de la grêle. Et ce que j'ai montré, c'est qu'on pouvait combiner la glace d'eau avec la vapeur d'ammoniac pour former une grêle très spéciale qui se forme à moins 100 degrés, parce que l'ammoniac, c'est un antigel très puissant. Et donc, on va pouvoir
faire ces grêlons qui vont pouvoir grossir. On pense qu'il va pouvoir atteindre le kilo à peu près. Mais bon, sur Terre, les plus gros, on faisait genre 800 grammes, ou enfin, c'est ces ordres-là aussi. Par contre, ils vont tomber sur des échelles de hauteur beaucoup plus grandes et descendre à des vitesses qui peuvent atteindre 700 km/h, donc il ne faut surtout pas se prendre ça sur la tête. Donc ça, c'est une vue d'artiste dans un nuage, de ces éclairs qui se forment et de ce mélange eau-ammoniac qui est un liquide très visqueux. Et au fur et à mesure qu'il descend, il y a une gangue de glace qui va se former. Et ce grêlon, il va tomber dans le nuage. Et on pense que c'est ce qui peut expliquer les variations d'abondance d'ammoniac qu'on observe dans cette planète. Donc voilà l'animation de ce qui se passe. Et ben voilà, je vais finir sur ce film de Jupiter où on survole en fait la planète depuis les zones équatoriales jusqu'au pôle. Vous voyez toute la structure qui est quand même magnifique. Merci beaucoup.